8 janvier 2026, la SNCF met en place, à bord de certains TGV, la classe Optimum Plus, pensée pour être la nouvelle classe business du groupe, avec notamment pour argument de vente que pour le confort des passagers, les enfants n'y sont pas admis. Aujourd'hui, l'un des enjeux de notre société est de faire cohabiter les familles avec des enfants pleins de vie et souvent taxés d'enfants rois, avec des adultes en mal de même qui ne supportent plus le bruit de la vie. Or, par cette décision, la SNCF embrasse la tendance du No Kids, phénomène moderne où les enfants, sous prétexte d'être mal éduqués, intenables, sont exclus de plus en plus de lieux. Restaurants, hôtels, lieux de vacances. Certaines personnes envisagent même que les enfants soient bannis des avions car ils ne sont pas capables de supporter un bébé qui pleure pendant des heures. Selon tous ces discours, être un enfant est une tare, un défaut, et être adulte serait la forme la plus aboutie d'humanité. Par ces mouvements de pensée qui diabolisent les enfants et les affublent de tous les mots, on renie aux enfants leur part d'humanité et on en fait des citoyens de seconde zone, des êtres humains qui comptent moins, et donc à qui on peut refuser des droits sans choquer la morale. Pire encore, parce qu'un enfant est considéré comme un être incomplet et inachevé, la société considère comme acceptables les actes de violence qu'ils subissent. Les faits divers pullulent de bêta-rames, de scandales de prostitution au sein même de l'aide sociale à l'enfance, d'infanticides et de violences sur mineurs, qui sont souvent très peu punis. Comment en est-on arrivé là ? La haine des enfants est-elle une tendance moderne incarnée par le No Kids et induite par une certaine lassitude de la société envers les débordements de quelques-uns ? Ou celle-ci a-t-elle des racines plus profondes et plus anciennes ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La misopédie se définit par le mépris, souvent intériorisé et inconscient, que les adultes manifestent au quotidien envers les enfants. On considère que l'enfant n'a pas de valeur, qu'il ne sait pas ce qu'il veut ni ce dont il a besoin, et que ses projets n'ont pas de valeur. Son corollaire, l'adultisme, désigne un système de valeurs et d'oppression dans lequel les plus jeunes occupent une place inférieure à celle des personnes considérées comme adultes. Dans ce système, l'adulte est considéré comme un être achevé et autonome, tandis que l'enfant est vu comme un être en développement, donc incomplet, incompétent et incapable, ce qui justifie qu'il soit privé de droits et dominé. En effet, Bernard Lahire, sociologue, dans son ouvrage Les structures fondamentales des sociétés humaines, considère que la domination dans les sociétés humaines a pour origine la situation de dépendance totale dans laquelle se trouvent les enfants humains durant leurs longues années après la naissance. C'est ce que l'on appelle l'altricialité. La domination prendrait donc sa source dans notre nature même de mammifères altriciels, dans notre nature biologique. Selon l'historien Olivier Morel, les chasseurs-cueilleurs n'exerçaient aucune autorité envers leurs enfants. Les parents de ces sociétés laissaient les enfants vivre à leur guise jusqu'à leur puberté, faisant confiance à leur capacité de se développer socialement par mimétisme avec les adultes. Comment en est-on donc arrivé à une société qui progressivement s'est mise à détester les enfants ? La première application est celle du time-out, qui consiste à isoler l'enfant comme alternative au châtiment corporel. Cette méthode, théorisée dans les années 1920, s'est largement répandue vers la fin du XXe siècle au gré de nombreuses formations aux méthodes éducatives. On apprend ainsi aux parents à laisser pleurer leur enfant même s'ils montrent des signes manifestes de détresse. Or, des études ont montré que durant cette mise à l'écart, les enfants ressentent de l'anxiété, du rejet et de l'humiliation. À terme, ces enfants manquent d'estime de soi et peuvent développer des comportements agressifs, se replier sur eux-mêmes et de la méfiance envers les autres enfants. Par ailleurs, le time-out peut être la porte ouverte à des comportements ouvertement maltraitants par la suite. La deuxième application est juridique. L'enfant étant mineur, il bénéficie de moins de droits que les adultes. Par exemple, il n'a pas le droit de vote et le respect de ses droits fondamentaux est assuré par l'autorité parentale. Troisième application, la culture de la séparation. À la naissance, le nouveau-né est séparé de sa mère pour subir des examens qui pourraient être effectués dans le même environnement qu'elle. Les soignants sont, malgré eux, les premiers agents de la culture de séparation dans notre société. Ces pratiques vont de pair avec la théorie du laisser pleurer, afin que le bébé régule par lui-même ses émotions et gagne en autonomie. Et pourtant, cette théorie trouve ses fondements dans Johanna Harrer, cadre du a publié en 1934 La mère allemande et son enfant. Partant du principe que les bébés ne sont que des nuisances, ils devraient le plus possible être laissés seuls et dormir dans sa propre chambre dès la naissance. Et ses pleurs devraient être ignorés le plus possible afin d'éviter d'ouvrir la porte à toute forme de manipulation de sa part. Ces idées ne se sont malheureusement pas éteintes à la fin du Troisième Reich et de nos jours, les discours relatifs à la petite enfance et à l'éducation ont tendance à valoriser et encourager les pratiques de séparation et à l'inverse à dévaloriser et décourager les pratiques de continuité physiologique. Enfin, l'école est elle aussi vectrice de misopédie. Par sa manière d'organiser le temps de l'enfant sans même lui demander son avis et de l'évaluer pour vérifier qu'il a bien assimilé la bien-pensance de notre société et sa bonne insertion dans des cases, l'école semble être une forme de domination et d'oppression des plus jeunes. Toujours selon Olivier Morel, la bascule aurait eu lieu lors de la sédentarisation et ses enjeux en termes de développement de l'agriculture et de l'élevage. Les parents ayant eu besoin de plus de main-d'œuvre que pour la chasse et la cueillette ont pu user de moyens de coercition pour contraindre les enfants à aider. Par ailleurs, la sédentarisation ayant amélioré la fécondité des femmes, les naissances sont désormais plus rapprochées. Le sevrage est donc plus précoce, entraînant une certaine frustration aussi bien chez la mère que chez l'enfant. Selon Stéphane Charbonnier,
La misopédie est notamment véhiculée par la peur. D'une part, les enfants sont considérés comme un danger pour nos sociétés car ils n'en maîtrisent pas les codes. L'enfant serait un être incomplet et l'adulte aurait donc pour rôle de le rendre pleinement humain. Les enfants sont aussi perçus comme un danger par les éducateurs en raison de leur imprévisibilité. Alors pour contraindre un enfant qui tient tête, on utilise des phrases sous-faites comme « Tu verras quand tu seras grand ». Or en fait, cette imprévisibilité renvoie l'adulte à sa peur de lui-même. Voir un enfant chahuté dans les lieux publics est toujours agaçant. On a toujours l'excuse du calme, mais est-ce la seule raison pour laquelle nous sommes si réticents à endurer la fougue d'un enfant? Les enfants, qui sont de plus en plus nombreux à bénéficier de la parentalité positive, qui prônent la parentalité qui prend en compte le bien-être de l'enfant avant les codes sociaux, sont libres d'être qui nous n'avons pas été autorisés à être. La plupart des adultes actuels ont été soumis à une parentalité où les violences éducatives ordinaires étaient la norme, où leurs émotions n'ont jamais été accueillies et où ils avaient du mal à trouver leur place. La vue de ces enfants, libres et épanouis, nous renvoie à nos propres traumatismes et frustrations refouées. Nous ne sommes devenus des adultes respectables que parce que nous nous sommes construits par rapport au regard des autres. D'abord celui de nos parents, puis celui de l'école, de nos amis. Mais notre moi intérieur, celui que nous sommes vraiment, n'a jamais réellement pu s'exprimer au grand jour. Alors au contact de ces enfants qui semblent sans frein, un malaise s'installe. Un proverbe africain dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Et dans certaines sociétés, notamment en Afrique, l'éducation d'un enfant ne repose pas seulement sur les parents, mais sur toute la société. Ainsi, ce sont tous les membres de la société qui enseignent aux enfants les codes qui régissent son fonctionnement. En Occident, les enfants sont éduqués derrière des portes fermées. Et comme ils sont de plus en plus exclus de l'espace public, non seulement ils ne peuvent pas les apprendre, mais en plus, les parents sont seuls responsables de les enseigner. Non seulement on ne leur laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, mais le droit à l'erreur est quasiment inexistant. Malgré tout, la misopédie et l'adultisme ne sont pas des fatalités. Et il est encore possible de redéfinir la place que nous donnons à nos enfants au sein de notre société et en tant que parents. Mais alors, que pouvons-nous faire pour faire reculer la misopédie et repenser un modèle de société qui laisse une vraie place aux enfants? En premier lieu, à un niveau plus individuel, nous devons apprendre à réguler nos propres émotions pour supporter celles des enfants. Pour cela, nous devons faire la paix avec notre enfant intérieur, celui que nous n'avons jamais autorisé à s'exprimer ni à extérioriser. Nous devons aussi pardonner à l'époque à laquelle nous avons vécu, cette époque où le bien-être et l'intérêt de l'enfant passaient au second plan par rapport à l'autorité familiale, alors souveraine. Ensuite, nous devons remettre l'égalité morale au centre de la représentation des enfants. L'égalité morale est définie par Grégory Vlastos comme l'égal respect pour toutes les personnes, l'égale valeur et l'égale dignité de tous les êtres humains, sans distinction aucune. Appliquée aux enfants, cela signifie que nous devons désormais considérer les enfants comme des êtres humains à part entière, à qui nous devons respect et dignité, avant de les voir comme des êtres incomplets ayant besoin d'être éduqués. Nous devons aussi repenser l'espace public afin de les adapter aux enfants et aux familles. Plus d'espaces verts et de parcs en ville, des chambres d'hôtel mieux insonorisées, plus de lieux dédiés à l'allaitement et aux soins du bébé. Enfin, l'école doit revoir l'ensemble de ses pratiques d'enseignement. Oui, nos enfants ont besoin d'être enseignés et d'apprendre des choses. Mais cela n'est pas obligé de se faire dans la coercition ni dans le conditionnement. Pourquoi l'école doit-elle millimétrer l'emploi du temps des jeunes enfants jusqu'à décider d'à quel moment ils doivent assouvir leurs besoins les plus primaires? Pourquoi ne pas mieux prendre en compte la physiologie de l'enfant, son besoin de mouvement? Pourquoi ne pas varier les modes d'apprentissage pour prendre en compte toutes les formes d'intelligence? Et le reproche que l'on fait à l'école, on peut aussi le faire à tout ce qui tourne autour de la petite enfance. Pourquoi conditionner l'enfant à plus d'autonomie quand le maternage proximal est ce qu'il y a de mieux pour le développement et le bien-être de bébé? Là encore, les pratiques concernant l'allaitement et le développement du lien mère-enfant doivent changer pour plus de bienveillance et de cohérence scientifique. La société a sa part à faire, mais nous, parents, devons repenser nos méthodes d'éducation. Nous devons repenser notre rôle de parents et passer du paradigme selon lequel nous avons un devoir d'éducation envers nos enfants vers un rôle d'accompagnement de nos enfants à embrasser leur avenir. Cela permettra d'intégrer plus de respect et de dignité envers eux et cela leur donnera une place à part entière au sein de notre société. Surtout, cela nous permettra de bannir la violence et la coercition de nos pratiques éducatives. Ensuite, nous, partisans de l'éducation bienveillante, nous devons défendre nos enfants dans la sphère publique. La loi et la justice nous ont donné raison en décidant qu'il n'y a pas de droit parental à la coercition. À nous maintenant de prendre la parole et faire évoluer l'opinion publique à ce sujet. À notre humble niveau, nous ne devons plus laisser passer les manques de respect faits aux enfants. Nous devons nous insurger contre les tentatives d'exclusion des enfants de l'espace public. Et plus largement, nous devons interpeller les politiques afin qu'il y ait une vraie politique de l'enfance dans notre pays. Une politique qui respecte les droits des enfants, qui les protège et qui leur donne une vraie place. Alors oui, notre société déteste les enfants, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça ne sera pas toujours comme ça. On peut changer les choses, ensemble, en faisant la paix avec notre propre enfance, en respectant les enfants et en les considérant comme des êtres humains et en les incluant plutôt que de les exclure. Parce qu'un jour, ces enfants seront des adultes et le monde que l'on aura offert, c'est le monde dans lequel nous vieillirons. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la
car la sensibilisation à ces sujets doit toucher le plus grand nombre. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà été misopède sans le savoir? Comment réagis-tu face au discours anti-enfant? Et si tu veux plus de contenu qui déconstruit les normes sociales autour de la parentalité, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Prends soin de toi et surtout, prends soin de tes enfants. C'était Mamologue, à très bientôt.